Bonjour Monsieur Artemont, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je mesure le chemin parcouru depuis 1978, donc le moment où Aveyre France, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, Aveyre France a été fondé. Aujourd'hui, c'est un véhicule sur 5 neuf qui est électrique. C'est quand même un incroyable succès. En tous les cas, si c'est vous qui êtes à l'origine du développement de la voiture électrique, bravo, Aveyre, c'est vraiment un très grand succès. En tous les cas, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'obstacles dirimants. En tous les cas, on a l'impression que les choses avancent plutôt bien. Et même, j'ai même vu que vous-même accordiez des satisfecit à la France sur la situation générale. Donc, partons de là. Ce qui me frappe avec votre association, c'est que maintenant, vous menez presque un service public. En tous les cas, vous avez des actions de service public, puisque par une série de conventions que vous avez passées avec Madame Royal d'abord, avec Nicolas Hulot ensuite, avec Madame Pompili enfin, votre association a une mission. Cette mission, c'est comment est-ce qu'on finance, vous aider au financement de l'installation des bornes de recharge. Et c'est quand même un travail considérable quand je vois sur les pages de votre association tout ce que vous faites, à la fois pour donc utiliser la formule des certificats d'économie d'énergie. Alors, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent connaissent le système, mais dans l'ensemble, ça veut dire que les vendeurs d'énergie, de manière générale, sont obligés d'aider à faire des économies d'énergie. Et dans ces aides, on connaît surtout les CEE pour les maisons, pour l'isolation des maisons, mais il y a un petit pourcentage à la mobilité. Et il y a un certain nombre de choses qui sont financées par les CEE. Par exemple, la conduite sobre, ça m'a fait rigoler, je me dis très bien, ça c'est bien. La conduite sobre est financée, c'est bien, les stages de conduite sobre sont financés par les certificats des économies d'énergie, mais également donc l'installation des bornes de recharge, la transformation des voitures. Et donc c'est assez compliqué, et c'est ça qui m'a frappé, donc je suis admiratif de tout ça. À la fois vous faites des appels aux financeurs, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui financent les sommes assez importantes quand même, plus de 200-300 millions d'euros. Donc vous faites appel à des gens pour abonder ce fonds. Ensuite, vous faites appel à des installateurs, ils ont des labels, etc. Enfin, tout ça, c'est extrêmement complexe et vous le faites donc sûrement très très bien. Et puis vous avez des clients, des gens qui veulent installer des bandes de recharge et vous allez les aider. Peut-être que vous devrez nous expliquer un peu comment ça fonctionne tout ça. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et qu'est-ce qui reste à faire? Parce que ce qui reste à faire maintenant, c'est il n'y en a quand même pas assez. Il y a 54 000 bornes de recharge, d'après ce que j'ai compris. Donc il en faut 100 000. C'est ça qui était l'objectif politique qui avait été annoncé. Donc il en reste encore la moitié. Et puis, pour moi, qui suis plutôt un cycliste, je dois vous dire que je me suis un peu perdu dans les bornes de recharge. Je me suis un peu perdu dans les différents modèles, les différents types de prises, la puissance, le prix. Est-ce que vous pourriez peut-être débrouiller ça pour ceux qui nous écoutent? Merci de me donner d'ailleurs l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Alors, avant d'en arriver aux infrastructures de recharge des véhicules électriques et de répondre à vos questions techniques et pertinentes, juste un petit panorama pour expliquer ce qu'est l'Aveyre et quel est notre but. Donc l'Aveyre existe en effet depuis 1978 grâce à des fonds européens. Alors moi je dis Aveyre, je ne sais pas plus si initialement le monsieur qui l'a créé en 1978 disait Aveyre ou Aveyre. Et donc il y a des Aveyres dans un peu tous les pays. Et il se trouve que la France est un peu plus développée que les autres. Mon analyse est que c'est beaucoup dû au schéma entre les entreprises et les pouvoirs publics qui, en l'espèce, donnent un espace où une association comme l'Aveyre a sa valeur ajoutée. Alors, je vais être assez bref, l'Aveyre, c'est un peu plus de 200 adhérents. Et en fait, vous prenez les 3 dimensions de l'écosystème. Alors, au niveau de la chaîne de la valeur
de l'électromobilité. Dans nos adhérents, on a tous les représentants du fournisseur d'énergie jusqu'au constructeur de mobilité, en passant par le transporteur d'énergie, par le fabricant de bornes, par le fabricant de tous les matériaux qu'on veut, par le prestataire de services, par le financeur, par les collectivités, par les flottes. Donc on a bien l'ensemble des acteurs représentés au niveau de la chaîne de la valeur. Dans le deuxième axe, j'ai coutume d'y mettre les différents produits de mobilité. Alors, c'est des produits de mobilité qui sont à 2 roues, à 3 roues, à 4 roues pesant à partir de 800 kg jusqu'à je ne sais pas trop combien de tonnes. Et dans ce cas-là, il y a plus que 4 roues d'ailleurs, il doit y en avoir 8, 10 ou 12. Et puis, notre domaine va aussi aux bateaux, principalement fluviaux et de loisirs. Le dernier axe, c'est celui de l'énergie, enfin du mode d'alimentation du moteur électrique, de l'électromobilité. Et donc là, on prend en compte à la fois les batteries et l'hydrogène à travers une pile à combustible. Alors ça peut être à la fois ou d'ailleurs en même temps, le cumul des deux est loin d'être quelque chose d'aberrant. Donc l'avantage de ça, c'est que finalement, quand on fait une étude ou un groupe de travail sur un sujet d'actualité, on met tout le monde autour de la table. Et ça permet de manière sereine, parce qu'une association, c'est pas un endroit où on a besoin d'avoir des jeux de rôle ou des postures, ça permet de manière sereine de trouver une solution, puisque même si les intérêts de chacun sont propres, l'intérêt global est beaucoup plus facile à faire ressortir et à trouver au sein d'une association. Donc voilà l'intérêt et ce que je pense être la valeur ajoutée de notre petite association. Alors, vous avez dit aujourd'hui une voiture sur 5 est électrique. En fait, oui, quand on prend les électriques à batterie, à 100% à batterie, et puis les hybrides rechargeables, on doit arriver à quelque chose comme 18%. Mais attention, c'est 18% de la part de marché des voitures neuves, qui se divise. Alors si je prends une année normale, je ne vais pas vous noyer dans les chiffres, rassurez-vous, mais grosso modo, une année normale, c'est 2 millions de voitures neuves par an, la moitié aux particuliers, la moitié aux entreprises. Et ça, c'est un fait important. Donc certes, on est à 18% de cela. Alors le marché est hélas pas à 2 millions en ce moment. Mais il faut être conscient que quand on parle de l'individu, du citoyen, donc finalement de vous et moi, en fait, le citoyen, il achète sa voiture d'occasion, puisque le marché de la voiture d'occasion, il est de 6 millions de voitures par an, et il est à 99,9% entre les mains des particuliers, au niveau des acheteurs. Donc si je prends un particulier, je me dis qu'aujourd'hui, on touche finalement 20% d'un particulier sur 7. Ce qui donne quand même l'ampleur du chemin à parcourir. Alors le chemin à parcourir, par contre, il est, je ne vais pas dire tracé et serein, mais en tout cas, il est cadré et maintenant clair, je pense, sans discussion. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde à dire que pour respecter les obligations et surtout les nécessités de décarbonation des transports, la mobilité électrique est la solution. J'ai coutume de dire, et finalement, le citoyen, peut se mettre à 3 niveaux. Au niveau de la planète, une voiture électrique, c'est 80% de gaz à effet de serre en moins qu'une voiture thermique. Si l'électricité est décarbonée. Si elle est décarbonée, c'est en effet 80 à 85. Si elle est moyennement décarbonée, c'est comme dans certains pays d'Europe, on n'est qu'à 65%. Vous avez tout à fait raison de le souligner, mais là j'étais franco-français, comme on est plutôt vertueux, je citais les 80%. Donc, citoyen de la planète, c'est assez clair. Ensuite, citoyen de mon pays, on parle beaucoup de sobriété énergétique. Moi, le chiffre qui peut frapper, là encore, c'est des chiffres arrondis, pour simplifier. Une voiture thermique a en moyenne 60 litres de carburant, je pense, dans son réservoir. 60 litres de carburant, ça fait un peu plus de 50 kWh, de 500 kWh. 550. Avec ces 550 kWh, vous faites 700 km
avec votre réservoir de 60 litres de voiture d'essence. Avec une voiture électrique aujourd'hui, vous avez une batterie de 60 kWh, là encore en moyenne, et vous faites, on va supposer, 300 km. Alors quand vous faites le ratio, que vous faites les divisions, vos règles de 3, que vous reprenez les fameuses mathématiques de l'école, en fait vous vous apercevez quand même que vous êtes 5 fois plus sobre avec une mobilité électrique qu'avec une mobilité thermique. Donc la sobriété énergétique, finalement, j'ai besoin de moins d'énergie pour faire la même distance. C'est, je pense, être un bon citoyen pour son pays. Puis le bon citoyen, il est aussi pour nous. Donc quand on regarde combien ça coûte, et je pense qu'en ce moment c'est particulièrement sensible, ça l'est tout le temps d'ailleurs, pourquoi on dit en ce moment, parce que c'est hélas encore plus cher. Je décompose la mobilité en deux types d'utilisation pour l'utilisateur citoyen normal. Ce que j'appelle l'itinérance qu'on fait 2 ou 3 fois par an, c'est-à-dire les grands départs en vacances, et puis l'utilisation normale de semaine ou de week-end. En itinérance, je vais parler à un ratio qui parle à tout le monde. Aux 100 km, une voiture électrique aujourd'hui, ça coûte 15 €. C'est la même chose qu'une voiture thermique. Et ça, c'est pour vos 2 ou 3 transhumances annuelles. Et puis pour tout le reste du temps, une voiture électrique, ça va coûter à l'utilisateur entre 2 et 6 €, selon aux 100 km, selon qu'il va faire son plein d'énergie chez lui, au bureau ou dans une borne, dans une collectivité. Donc pour 80% des utilisations, on est à quelque chose... Alors que la voiture thermique, elle coûtera, au lieu des 15, elle va coûter 14 ou 13, mais une voiture thermique a un coût à peu près égal que ce soit en ville. Tout ça pour vous dire, aujourd'hui c'est clair, l'intérêt du citoyen, il est là, l'intérêt de la nation, il est là, l'intérêt de la planète, il est là, le cadre politique pour moi est clairement fixé. Il ne reste plus qu'à trouver comment faire 100% des acheteurs de voitures d'occasion plus le reste des voitures neuves. Et bien pour cela, il faut expliquer, écouter les différentes utilisations. Il y a autant d'utilisateurs, enfin de modes d'utilisation de ce qu'on appelle la bagnole qu'il y a d'utilisateurs. Et donc, on en arrive au point du jour qui est, faut quand même faire le plein d'énergie. Bon, mais là, vous êtes en train de nous faire le panégyrique du véhicule électrique. Et d'ailleurs, à cet égard, je recommande d'aller voir votre site. Il y a un lexique formidable avec les mots qu'il faut. Alors, vous avez employé le mot d'itinérance. Moi, ce mot d'itinérance, c'est magnifique, c'est très très joli. Je ne savais pas ce que ça voulait dire au départ. Alors maintenant, j'ai compris que l'itinérance, c'est quand on va un peu plus loin que le trajet quotidien, quoi. C'est ça? D'accord. Donc, allez voir le site. Il est extrêmement pédagogique. Vous avez même un site Je roule électrique, c'est formidable. Donc, dans les missions d'Aver, il n'y a pas simplement je mets des bandes de recharge et comment je fais pour les financer. Il y a j'explique tout sur la voiture électrique. Et donc, vous avez commencé par le faire là. Très bien, je vous en remercie. Alors, qu'est-ce qui manque? Alors, comment on fait pour arriver à ce que vous dites? C'était 100% des véhicules d'occasion et 100% des véhicules neufs électriques avant 2035, ou en tous les cas à l'horizon 2040. Non, 100% des véhicules d'occasion avant 2035, vous n'y arriverez pas parce qu'il y a 44 millions de voitures d'occasion, le parc automobile français c'est 44 millions de voitures, vous le renouvelez à hauteur de 2 millions par an, même si on passait du jour au lendemain en claquant des doigts par 2 millions de voitures neuves électriques, ça ne le ferait pas. Ça veut dire qu'après 2040, il y aura encore des distributeurs d'essence dans le long des routes. Il y aura des distributeurs d'essence, il y aura des réparateurs de moteurs thermiques, il y aura des gens qui font l'entretien des voitures thermiques. Tous ces métiers-là vont en effet continuer à exister et c'est en effet un long mouvement, mais pour que ce long mouvement marche, c'est pour ça que j'ai commencé par le panégyrique ou les explications sur le véhicule électrique. Si vous voulez aujourd'hui dire aux gens dans une copropriété, je prends cet exemple-là, il faudrait réfléchir à installer un schéma un réseau d'électricité pour pouvoir mettre des bornes le jour où vous aurez une voiture électrique.
si vous voulez intéresser les gens à une assemblée générale de copropriété, c'est pas tant les intéresser, c'est leur expliquer. Et là, alors c'est parmi nos actions, vous avez dû le voir, puisqu'apparemment vous avez bien regardé notre site, que ce soit Jérôme en électrique ou Advenir ou Aver. On a donc des actions particulières avec les syndics de copropriété pour leur donner des informations, mais au-delà de leur donner des informations sur finalement la borne pour l'installer, alors voilà les différentes solutions qui existent, il y a des prestataires, il y a des opérateurs historiques, il y a ci, il y a ça, voilà les puissances, voilà les coûts. Ça c'est de la technique. Mais le syndic il va se retrouver au milieu de sa réunion de copropriété avec quelqu'un qui va lever la main et dire « Oui, mais ma voiture électrique, je peux aller où avec ? Et puis si je suis à l'extérieur, je fais quoi ? Et puis ça marche comment ? Est-ce que ça se décharge tout seul ? » Et puis après, il va avoir, si ça se trouve, d'autres. Mais comment on fait ? On ne pourrait pas avoir des panneaux photovoltaïques sur le toit. Dès qu'on parle électromobilité de manière pratique, donc recharger sa voiture, c'est quand même quelque chose de pratique, on se retrouve, à partir du moment où on veut sortir de ce que j'appelle le périmètre, ce qui est très bien, des gens proactifs qui sont d'eux-mêmes, c'est les clients actuels en particulier, ou des entreprises où on est plus en rationnel. Si on veut aller au-delà de ça, il faut passer beaucoup de temps, oui, tout le temps nécessaire. Nous avons dans l'auditoire, et à l'équilibre des énergies, nous avons des automobilistes électriques qui ont vécu dans leur copropriété les difficultés que vous dites. Et nous avons même, pendant la discussion de la loi climat-résilience, suggéré des amendements pour faciliter la pose de ces prises dans les copropriétés. Donc on peut dire que les choses avancent. Et puis de toute manière, comme vous dites vous-même, le cadre réglementaire est là. Donc on est quand même bien obligé d'avancer. Oui, mais à avancer, comme ça, je sépare les deux clientèles, la clientèle ou l'utilisateur entreprise, où pour avancer il y a un cadre législatif et puis il y a du rationnel. Le rationnel, c'est voilà les coûts derrière, voilà mon coût d'utilisation, voilà mon avantage, voilà comment ça se marie. Est-ce que j'ai bien aujourd'hui quelle solution parce que j'ai des livreurs qui font tel périmètre et ainsi de suite. Donc là, on a des approches rationnelles sur lesquelles je pense qu'il y a aujourd'hui pas 100% de réponse, puisqu'on n'a pas des gammes qui couvrent 100% des utilisations possibles. Mais il y a en tout cas de quoi fournir aux entreprises la façon de se projeter et de planifier leur passage à l'électrique. Et de savoir finalement combien ça coûte, combien ça rapporte et quels sont les avantages et comment contourner ou gommer les inconvénients. Au niveau du particulier, comme je le disais, c'est beaucoup plus complexe parce que d'abord, personne n'utilise sa voiture de la même manière et même soi-même, le même jour, on ne va pas se dire « Ah ben tiens, le même jour de la semaine à une semaine d'intervalle, je me dirais je peux la recharger, je dis n'importe quoi, toute la nuit parce que je ne suis pas pressé. Ah ben non, la flûte, je ne peux pas parce que si ça se trouve, dans 3 heures, je vais devoir aller faire quelque chose. » Donc on se retrouve à la fois une complexité, j'aime pas le mot, une diversité. Une diversité. C'est mieux de dire diversité que complexité, ça rassure. Une diversité d'utilisation à la fois des individus et l'individu lui-même. Bon. Et puis, on se retrouve face à une soif de questions. J'allais dire, au-delà du cadre, au-delà du fait des chiffres que je vous ai donnés pour dire c'est bien, c'est sobre, c'est décarboné et ainsi de suite, vous avez quand même un indicateur qui est le taux de satisfaction des utilisateurs de voitures électriques. Et certes, il faut le pondérer par le fait que c'est des gens qui ont fait la démarche. Aujourd'hui, c'est des gens qui font la démarche d'aller vers la voiture électrique, ce que j'appelle les proactifs, mais le taux de satisfaction, il est de 96%. Donc c'est bien. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup, je pense, de prestations ou de services, on va appeler ça comme ça, de services qui puissent s'enorgueillir avec quand même aujourd'hui une masse d'utilisateurs. On est en voiture, allez, je vais prendre les deux, on est à 950 000 en voiture 100% batterie et hybride rechargeable en France qui roulent. Donc je ne vous dis pas qu'on a interviewé les 950 000 utilisateurs de ces véhicules-là, mais selon la formule, les panels bien représentatifs. Donc ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'on sait, sur ces 950 000 utilisateurs, est-ce que c'est surtout des ruraux ? Je dis ça parce que les ruraux, au départ, moi je me souviens quand on avait lancé
le groupement interministériel pour la voiture électrique, on pensait que ce serait uniquement urbain, précisément parce que le rayon d'action était assez réduit. Et puis on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup à la campagne parce qu'ils ont une maison, et ils peuvent parquer la voiture dans le jardin et ils peuvent faire la recharge chez eux. Il y a plein d'autres arguments qui font que, paradoxalement, la voiture électrique, en effet, a une image de véhicule urbain, mais que si on prend les avantages au niveau du coût d'utilisation et de la tranquillité, parce que finalement, si on peut faire le plein chez soi au lieu de passer à la pompe à essence, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont fanatiques d'aller passer à une pompe, à une station-service. Donc, si on cumule ces deux avantages-là, c'est bien dans ce que j'appelle les ruraux ou les périurbains, donc typiquement la personne en province qui peut habiter à 40 km de son travail, qui en plus, alors après je ne porte pas de jugement, n'a pas d'autre solution que le véhicule pour se rendre à son travail ou pour se rendre pour faire les courses ou autre chose. Et donc c'est bien là que la voiture électrique, depuis maintenant plusieurs années d'ailleurs, rend la meilleure prestation. Et tout ça ne va qu'en s'améliorant au fur et à mesure où les performances des voitures électriques s'accroissent. Oui, c'est très bien. Et alors justement, ce ne sont pas ces gens-là que vous financez pour la vente de recharge. Vous financez que les choses en copropriété, les immeubles collectifs, ou alors évidemment les parkings et les installations plus professionnelles, quoi. Alors, dans le programme de l'AVER, en effet, il y a 3 catégories de personnes qu'on finance, enfin d'entités qu'on finance. Il y a les particuliers à travers les copropriétés, mais pas à travers les maisons individuelles. C'est un point sur lequel on peut revenir. On finance les entreprises, que ce soit pour leur parking flotte salariés ou si elles veulent mettre des parkings publics, si elles veulent construire des parkings publics pour la destination du public. Par exemple, le supermarché, par exemple. Par exemple, le supermarché, très bon exemple. Et puis les collectivités, donc, qui peuvent vouloir mettre des bornes sur leurs parkings municipaux ou régionaux ou autres. Voilà nos 3 cibles. Ça, c'est parfait. Alors, expliquez-nous un peu. Donc, alors, comment vous faites? Alors, c'est-à-dire que il y a un supermarché ou un vendeur d'énergie, je ne sais pas, une station-service, je ne sais pas, peut-être, qui veut installer des bornes, qui va s'adresser à Vert à travers le programme Advenir, et elle va récupérer des certificats d'économie d'énergie avec l'installation de bornes de recharge dans son parking ou dans sa station-service. C'est comme ça que ça fonctionne? C'est comme ça que ça fonctionne, mais j'allais dire, elle va le faire sans le savoir. Ah bon. Alors, je trouve que c'est un côté vertueux, en effet, le côté des certificats d'économie d'énergie, puisque, pour les expliquer très très simplement, c'est en effet des entreprises qui peuvent être principalement dans le domaine de l'énergie ou des autres grandes entreprises qui ont des objectifs de réduction de consommation d'énergie à faire et qui décident pour une année de dire, tiens, là, je ne vais pas les faire, je préfère, dans ce cas-là, acheter au pouvoir public ce qu'on appelle un certificat d'économie d'énergie. Et ce certificat, il va être utilisé dans différentes opérations, comme la nôtre, et avec l'indication que je vous ai donnée tout à l'heure de dire, finalement, on consomme 5 fois moins d'énergie pour faire la même distance, et que la borne, c'est bien grâce à ça que je remets de l'énergie dans mon véhicule. Je pense que c'est une bonne utilisation, on va appeler ça un recyclage, un bon recyclage vertueux des certificats d'économie d'énergie. Donc en fait, comment ça se construit? Grosso modo, donc le gouvernement décide en effet d'allouer une enveloppe en discutant un peu avec nous avant sur quelles pourraient être les cibles, et c'est là où joue l'AVER, puisqu'on en profite pour discuter avec les fameux parties prenantes qui sont dans nos adhérents. Par exemple, il y a sur la nouvelle enveloppe de 200 millions qui a été allouée il y a quelques mois, 30 millions qui sont dédiés aux professionnels de l'automobile. En se disant, ces gens-là, finalement, on parle d'électromobilité, si on pouvait les traiter de manière spécifique
parce que c'est quand même les personnes référentes. Et donc on a construit une partie du programme avec Mobiliance, qui est l'ancienne CNPA, donc le syndicat professionnel des métiers des services à l'automobile. On a construit des aides spécifiques. Donc une fois qu'on dit voilà les types d'aides qu'on voudrait donner ou les populations qu'on veut aider, ben on fait après, c'est pas très original, des petites règles de 3 pour faire un budget. Et une fois qu'on a fait le budget, on publie ce que vous voyez sur notre site en disant bah, si vous êtes une copropriété et si vous voulez installer un programme pour l'ensemble de votre copropriété, ben, Advenir vous versera une subvention à hauteur de 50% avec un plafond qui après va dépendre du nombre de postes. Et vous sélectionnez ou vous évaluez les demandes comme ça qui vous arrivent? Alors, il y en a qui sont mieux que d'autres, enfin plus intéressantes ou... Alors, ce n'est pas une histoire d'être plus intéressante ou pas, c'est il y a des critères, et les critères, c'est vous utilisez un professionnel agréé. Alors, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important. Je dirais presque aussi important que la formation dont je parlais tout à l'heure, c'est la formation du coup, des professionnels, considérant qu'à travers l'infrastructure de recharge, finalement, le véhicule, il ne va pas simplement se recharger. Si on se projette à dans 5-10 ans, l'infrastructure de charge, ça va être le lien du véhicule électrique avec l'ensemble de son environnement. C'est pas des aberrations du futur hyper théorique, hein, c'est simplement de dire bah, il va causer avec la maison, si ça se trouve, il va causer avec, alors pas toutes les voitures forcément, on fera un peu à la demande, mais il pourra causer avec, bah, si on est sur un parking de municipalité, avec le système d'énergie de la municipalité, avec les panneaux photovoltaïques, avec que sais-je encore. Donc, il est très très important que les gens qui installent et maintiennent, entretiennent. C'est bien d'installer, mais oui, certes. Voilà. Et ils aient une formation qui soit au-delà, pour moi, de l'installateur de borne, une vraie formation d'électricien. C'est-à-dire de personnes qui ont les basiques du métier d'électricien. Voilà. Je ferme la parenthèse. Vous avez combien d'installateurs référencés pour vous et labellisés en quelque sorte par vous? Oh là là, ça c'est la question piège. Alors celle-là, je ne l'avais pas préparée. Combien il y en a sur... Vous l'avez calculé sur le site, vous n'en avez pas vu? Je sais pas. Non mais c'est pas grave, il y en a pas mal quoi. Ben, c'est important parce que le public, les Français veulent en effet que le meilleur installateur fasse le boulot quoi. Alors non seulement il y en a pas mal, mais là vous me faites dériver sur un autre sujet, mais qui est aussi passionnant. Pardon. Justement, l'intérêt de ce programme qu'on a lancé avec les professionnels des services à l'automobile, c'est qu'il y en a pas mal, mais il y en aura encore plus. Parce que grosso modo, combien il y a de logements en France? Alors je parle, bon, prenons les 44 millions de voitures qui roulent. Bon, je ne veux pas dire qu'il faut une borne par voiture, hein, c'est pas du tout ça. Mais prenons il y a 37 millions, je crois, de logements en France. Même si vous en prenez que 1 sur 3 qui doit être à un moment donné équipé. Alors j'éternue le chiffre juste comme ça. Vous êtes à plusieurs millions de points à équiper, à entretenir, plus les bornes dans les parkings, plus tout ce que vous voulez. Il va y avoir un métier qui ne va pas être un métier qui va durer 6 mois. Hein. Non, mais ce n'est pas uniquement l'automobile, ce sont des électriciens aussi, quoi. Il y a plusieurs professions qui peuvent concourir à l'installation des bornes. Oui, ce que j'essaye de dire, c'est que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans le monde des électriciens, il y ait assez de personnes pour couvrir tous les besoins. Parce qu'on va le voir si on parle des bornes publiques, on est en train de dire on augmente, puis on va parler des copropriétés, je vais vous dire, ah ben tiens, là j'en ai fait pour l'instant 13 000 points de recharge sur 10 millions de personnes qui vivent en copropriété. Comme disait un de mes professeurs quand j'étais à l'école, il y a une marge de progrès. Et donc, tout ça veut dire qu'on va vraiment avoir un nouveau métier qui va se développer, que ce nouveau métier, ça peut faire lien avec le fait que des métiers, vous faisiez un peu allusion tout à l'heure, vont un peu disparaître, puisqu'il y aura en effet peut-être besoin de moins de gens pour l'entretien des véhicules thermiques, pour les réparations et pour des choses comme ça. Donc on peut avoir un transfert de compétences et de métiers qui est loin de ne pas faire de sens. Donc au contraire, on fait beaucoup, puisque finalement on reste dans la partie
mobilité, sauf qu'on se met sur l'électromobilité et on va avoir un appel d'air important amené à durer, puisque là encore, l'entretien de toutes ces bornes devra continuer à durer à travers les années. Alors dites-moi, alors je vais encore vous poser une question, parce que j'essaie de comprendre. Vous allez avoir un supermarché où vous allez avoir une copropriété, et en face de vous, celui qui fait la demande, il y a un maître d'ouvrage, ou je ne sais, ensuite il va éventuellement déléguer son opération à un opérateur qui peut-être aura cette expérience. Au fond, quand on regarde l'affaire des bornes de recharge, on s'aperçoit qu'il y a des réseaux quasi privés de bornes de recharge qui appartiennent à tel ou tel constructeur automobile ou à tel autre qui est un constructeur de bâtiments, etc. Donc il y a une gamme. Et comment est-ce que vous faites? D'abord, je suppose que ces gammes différentes, maintenant la loi française dit que tout ça doit être interopérable. Hein, déjà, c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est quand même un progrès. C'est comme les recharges pour les téléphones portables. Il faut que tout le monde puisse se servir. Il faut sans doute qu'on puisse aller avec sa carte bancaire. Et manifestement, avec cette diversité d'opérateurs, de systèmes, de réseaux, etc., vous avez des générations techniques de bornes de recharge avec une norme ISO. Et comme vous dites, cette borne de recharge, elle doit représenter en quelque sorte le lien entre la voiture et son écosystème local, si je puis dire. On dit que plus tard, la borne de recharge, elle sera bidirectionnelle, elle pourra reconnaître la voiture, elle pourra dire « Tiens, je te reconnais, tu es monsieur Dupont, ta voiture c'est une je sais pas quoi, je te suggère plutôt de recharger un peu parce que les heures creuses c'est pour bientôt, tu reviens dans une heure, ce sera mieux, etc. » C'est ça l'avenir de la borne de recharge, c'est un interlocuteur en quelque sorte, un lien entre le système et la voiture. Alors, l'avenir est déjà un peu le présent. Hein. Le bidirectionnel existe déjà techniquement. C'est-à-dire, techniquement, tout ce que vous avez décrit marche déjà. Après, il faut trouver le bon moyen de le mettre en place avec les personnes qui seront intéressées à l'utiliser. Commençons par... il est bon parfois d'y aller par étapes et de commencer d'abord par la recherche du véhicule. Mais c'est vrai que petit à petit, la borne causera, enfin elle cause déjà, elle est capable de causer avec d'une part le système énergétique, par exemple pour être capable de dire là j'ai un pic, j'ai un problème quelque part, je ne sais pas trop où dans mon réseau, et puis là je suis, alors sans aller vous retirer forcément votre charge, mais on peut avoir décidé, une entreprise dira moi c'est pas grave, je t'autorise à ne pas charger jusqu'à, par exemple si c'est jusqu'à 23h, j'ai pas de souci. Par contre il faut qu'à 6h ça soit chargé mes bagnoles. En fait le numérique, c'est la borne de recharge, c'est aussi le numérique, et c'est pas simplement l'énergie, quoi. C'est vraiment les deux, quoi. Hein. C'est les deux, et ça dialogue donc avec, en amont, le système d'énergie, et en aval, le véhicule. Et on peut dire, en effet, il y aura sans doute à un moment donné des véhicules, un peu comme de cet engin-là, où vous avez votre carte de crédit à l'intérieur, et puis, en effet, vous vous connectez à votre borne de recharge. Quand vous êtes en itinérance, ça veut dire que vous allez en vacances, l'itinérance. Quand vous êtes en itinérance, donc vous n'avez pas besoin de vous embêter à sortir, alors là je ne vous le fais pas parce que moi j'ai quand même toutes mes cartes, mais à sortir votre panoplie de cartes, ça appartient au passé. Attendez, toutes vos cartes, c'est le passé ça, parce qu'avant il fallait s'abonner à tel ou tel truc, on ne pouvait pas aller ailleurs, maintenant c'est fini. Alors maintenant... C'est en voie de se terminer. Maintenant c'est fini. Vous avez les nostalgiques comme moi qui ne peuvent pas s'empêcher d'avoir les cartes de mon début, mais c'est un moyen d'essayer de ne pas trop vieillir. Mais vous avez en effet dans les cahiers des charges ce qu'on appelle l'interopérabilité. L'interopérabilité, ça veut dire, je vais prendre un mot qui n'est pas français, mais qui cause plus parce qu'on a tous un téléphone portable, c'est le fameux roaming en téléphone portable, ce qui fait que finalement quand vous êtes, alors là c'est pas à l'étranger, quand vous êtes même sur le même pays, et votre borne sur laquelle vous vous arrêtez n'est pas celle du réseau auprès duquel vous vous êtes abonné, c'est pas grave, vous passez votre carte de votre réseau à vous et la borne va savoir vous reconnaître, et après il y aura un Big Brother quelque part qui va faire en sorte de payer l'énergie à la bonne personne.
D'accord. Et donc, vous, dans les bandes que vous financez, vous vérifiez que c'est bien interopérable. On vérifie pour les bandes publiques beaucoup de choses, qu'elles sont interopérables, qu'elles sont accessibles au public, parce que la définition d'accessible au public, elle est à géométrie variable. Si vous dites elle est accessible au public entre 12h30 et 13h33, au moment où moi, entreprise, je n'y garde pas ma voiture, c'est pas franchement une accessibilité au public. Ensuite, bon, vous avez toutes les conditions d'accès, de la nuit et ainsi de suite. Et puis, même pour les bandes de collectivité, donc là, on ne demande pas à ce qu'elles soient interopérables. Dans la cour de votre immeuble, on ne va pas demander à ce qu'elles soient interopérables, mais on demande à ce qu'elles soient connectées de manière à pouvoir être pilotées, justement, en cas de besoin de réduction d'énergie, ou au contraire, pas de réduction, mais d'organisation de la délivrance de l'énergie. D'accord. D'accord. Mais enfin, même, je trouve que même dans la cour de l'immeuble, ça devrait être interopérable. Imaginez qu'on invite un voisin à venir dîner à la maison, il se gare dans le parking, il faut qu'il puisse éventuellement aussi se recharger. Mais enfin bon, passons. Donc, je pense que, si vous voulez, l'idée générale, c'est qu'il faut aller vers une espèce de simplification pour l'usager final, quoi. C'est quand même... autrement, on n'y arrive pas. Et ce qui est frappant, c'est que, comme tout le monde sait, tout le monde, je veux dire tout le monde, les grandes sociétés, les grandes entreprises du bâtiment, les grandes entreprises de la distribution, les grandes entreprises de l'énergie, elles savent que bientôt il y aura je ne sais combien de millions de voitures électriques, donc elles se disent « Ah, je vais me lancer dans les bandes de recharge, donc ça va, un jour ça va payer. » donc, si vous voulez, il y a un moment donné, vous êtes le financeur de l'installation de ces bandes de recharge. Toute cette concurrence qui, forcément, ça va à un moment donné, il y en a qui vont sans doute perdre ou qui vont abandonner parce qu'on ne peut pas en avoir autant que ça. Mais vous êtes en train de regarder ça et vous êtes en fait totalement neutre par rapport à ça. Alors, oui, heureusement. Enfin, on est neutre et en même temps, on essaye d'avoir des opinions, des avis ou des orientations. Moi, j'essaye de distinguer, là encore, de deux gros types d'installations de bornes. Il y a celles qui seront à terme gérées par des professionnels, donc des réseaux, ou dans des parkings de supermarchés, ou en voirie, et qui sont évidemment dans ce cas-là payantes, et qui feront, une fois qu'on dépassera le taux d'utilisation, aujourd'hui c'est une statistique qui existe de à peu près une recharge par semaine et par borne pour un opérateur par exemple de la banlieue parisienne, donc c'est pas avec ça qu'il va faire sa rentabilité tout de suite, d'où l'explication de il faut bien au début convaincre les investisseurs, et pour convaincre les investisseurs il faut leur assurer pas une rentabilité mais au moins un minimum d'aide. Donc ça, à partir d'un certain moment, une fois que le démarrage sera fait et que le parc sera là pour les utilisations, c'est quelque chose, c'est une activité comme une autre qui n'aura pas besoin, je pense, d'encadrement financier, technique, légal, si, parce que toujours l'interopérabilité, la sécurité, tout ça, il y aura toujours un encadrement, mais à terme, je pense que le financier devra disparaître. Quand on passe au particulier, là, moi j'ai tendance à dire, ça va être tout l'inverse. Au fur et à mesure où on va avancer dans le temps, on va se retrouver avec des gens qui n'ont pas encore une voiture électrique. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils achètent des voitures d'occasion plutôt plus vieilles, et pas forcément par goût de la voiture de collection, mais tout simplement par contrainte de moyens. Et donc ces gens-là, même si c'est dans 12 ans, qu'il achète sa première voiture électrique, il faudra bien que, quand il achètera une borne pour se recharger chez lui, 90% des usages, j'ai oublié de dire que c'était parmi... Pour moi, un des avantages de cette mobilité électrique, c'est que finalement, on peut se recharger un peu partout, notamment chez soi. J'appelle ça biberonner, parce que je trouve que c'est un terme très, très sympa. Et donc, pour que l'acheteur, dans une douzaine d'années, puisse profiter de sa voiture électrique, il faudra bien à ce moment-là lui donner au moins les aides actuelles. J'allais dire, si ce n'est plus, après il faudra voir si le prix des bornes a diminué, mais sa situation fera qu'il mérite autant d'être aidé que les utilisateurs de voitures électriques d'aujourd'hui. D'accord. Mais donc, on arrive là à une question qui est sans doute importante. En regardant votre site,
je me suis renseigné, j'ai lu, j'ai appris, et je vous félicite pour la clarté du site, pour le lexique formidable. Vous dites, ce qui compte, c'est pas simplement la quantité des bornes, c'est aussi qu'elles soient placées au bon moment, à bon endroit. Donc c'est la bonne borne au bon endroit, celle qui sert précisément. Et donc quand je pensais à la concurrence de tous les installateurs de bornes et des réseaux, je suppose qu'il y a des endroits où on gagne de l'argent, parce que là il y a beaucoup de voitures, c'est garanti, c'est sur l'autoroute, c'est la station, à un moment donné on est bien obligé de passer par là, tandis que toutes les autres, notamment dans les collectivités, dans les villages ou ailleurs, c'est beaucoup plus aléatoire, parce que c'est une recharge par jour, ou deux peut-être. Quel est le modèle économique en quelque sorte? C'est à combien de recharges? Est-ce que c'est bien? Là, bonne question. Je n'ai pas un modèle économique. Pour moi, il y en a plusieurs. En effet, selon l'approche et l'utilisation que vous allez avoir. Vous dites, j'aurai que de recharge, ça ne va pas me payer ma borne. Tout dépend du type de borne que vous allez vouloir mettre pour quels utilisateurs. Je vous fais un exemple. Quand vous êtes une entreprise et que vous dites je vais en mettre dans mon parking pour mes salariés, sachant que je suis une entreprise de bureau ou même une usine, donc mes salariés ils arrivent à 8h du matin, ils repartent à 16h30. Bon, je ne vais pas installer des bornes qui font 350 kW pour recharger à toute vitesse et qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Par contre, quand je fais le calcul, ils font à peu près 30 ou 40 km pour venir au travail, en moyenne, 30 ou 40 km, aller à 15 kWh au 100 km, ça vous fait à peu près 4-5 kWh, un peu moins à charger. Avec une petite borne de 3,7 ou de 7, j'en sais rien. Autrement dit, une borne, je vais plus la présenter comme ça, avec un prix de revient réduit, je couvre tout à fait le besoin de mon collaborateur qui a besoin finalement de se recharger pour ce qu'il a dépensé en énergie en venant chez moi. Pareil pour une grande surface, et vous voyez que beaucoup prennent cette approche-là, qui est de dire finalement je mets des bornes qui ne coûtent pas très cher, et puis je leur offre une heure de gratuit, parce qu'une heure de gratuit, ils auront eu le temps de remettre avec une 7 kW l'équivalent de leur aller-retour chez eux. Et donc ça fait, en effet, par rapport à une voiture thermique où on fait ce que j'appelle la corvée de la station-service, une fois par semaine, une fois par mois, après ça dépend si vous avez jamais allé jusqu'au moment où ça clignote ou pas, ça dépend de votre gestion du stress. Mais donc là, l'avantage, c'est que finalement, vous avez plein d'endroits où vous pouvez rajouter un peu d'énergie. Oui. Donc pour répondre à votre question, là en effet, il y a une analyse, mais qui est une analyse, j'allais dire, classique, qui est de dire selon les flux, quel type de borne, avec quel budget je vais installer et pour quel type de clientèle. Très bien. Alors, avant qu'on passe aux questions, moi j'en ai une dernière. Il y a d'autres organismes, la FIREV, le GIREV ou je ne sais combien, et notamment, dans votre lexique, il y a le mot supervision, c'est-à-dire que vous êtes aussi à l'AVER, vous devez tenir compte des statistiques, est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne, est-ce que le cahier des charges est respecté, etc. Et vous avez donc beaucoup de données que vous allez évidemment garder pour vous et ne pas partager. La FIREV avait dit « Ah, mais il y a plein de bornes qui ne marchent pas ». Comment fait-on dans ce cas-là? Est-ce qu'on a est-ce qu'on peut garantir, si je puis dire, que les bornes fonctionnent? Est-ce qu'il y a dans la maintenance, notamment au niveau national maintenant français, pas simplement votre programme à vous, mais vraiment la question comment lever les obstacles à la généralisation de la voiture électrique, est-ce qu'il y a moyen de savoir quelles sont les bornes qui fonctionnent, quelles sont les bornes qui ne fonctionnent pas, pour éviter de faire 50 km pour aller à la borne qui ne fonctionne pas, quoi? Eh bien oui, il y a des moyens, et puis vous avez mentionné la FIREV avec lesquels on travaille en étroite collaboration. On a même des groupes de travail pour éviter d'en faire deux. Généralement, on en fait un seul entre les deux associations. Mais pour revenir, supervision, pour moi, il y a deux choses. Il y a ce que vous mentionnez, c'est finalement, est-ce que ça marche bien? Donc, on avait commencé par créer, il y a à peu près un peu moins d'un an, l'indicateur du nombre de bornes publiques.
Ça fait sourire, mais ça veut dire qu'on se met d'accord avec les pouvoirs publics pour dire c'est quoi une borne publique, comment les compte-t-on et ayons un décompte. Donc là, on est d'accord avec eux et on arrive au montant qui est 54 456, je crois, 64 000, c'est ça? 54 000, de toute manière, moi j'avais ce chiffre-là. Peut-être pas la peine d'aller jusqu'à l'unité. Non, 64 000. 64 450. Ah, si j'y tiens, la dernière. 64 456. Voilà. Donc ça, on les compte, et c'est clair, on les compte tous les mois parce qu'il faut être réactif. Ensuite, on va y adjoindre à partir de septembre, parce que vous me posez comme question, c'est quoi le taux de disponibilité? Et puis moi, je vous rajoute, et c'est quoi le taux d'utilisation? Ouais. Donc ça, on va le publier dans ce même baromètre commun avec les pouvoirs publics à partir de la rentrée. Et puis on y rajoutera, ça c'est mon rêve, mais c'est pas facile au niveau confidentialité des informations. J'espère qu'on pourrait y rajouter dans l'année d'après un petit détail, c'est quoi le tarif moyen? Voilà. Donc je pense qu'on répond à trois grandes questions. C'est finalement, il y a combien de bandes publiques avec les différents types de puissance, et évidemment, quel est leur taux de disponibilité et quel est leur tarif moyen. Alors, on essaye justement de le mettre dans nos cahiers des charges, et c'est, sauf erreur de ma part, le cas pour l'ensemble des bornes en collectivité. Alors, c'est peut-être techniquement pas assez précis dans la formulation, mais on va sûrement s'améliorer en disant on a besoin en effet d'avoir ce qui est appelé la supervision et la remontée d'informations. De toute manière, plutôt la circulation d'informations dans les deux sens. Grosso modo, une borne, après, elle va causer avec un compteur Linky, et ce compteur Linky, après, il pourra ou non passer les informations. Donc, je prends des précautions techniques par rapport à votre question, mais pour moi, c'est bien l'axe, la politique et les idées. Est-ce que dans les détails, on couvre 100% des cas de figure? Je n'en sais rien, mais c'est bien ça l'idée, que toutes les bornes qu'on installe puissent être pilotables. C'est en effet en travaillant avec Califelec et avec, je l'ai cité, Mobiliance, qu'on dit, là, il y a un besoin. Alors, je pense que ça dépassera beaucoup les 10 000, sincèrement, mais c'est déjà un premier chiffre. Il y a un besoin identifié de formation qu'il faut commencer tout de suite. Et puis, il y a une population des services à l'automobile qui sait qu'elle va avoir des métiers qui vont disparaître et qui a déjà des outils de formation. Puisque dans l'automobile, on passe son temps à se former parce qu'il faut accompagner les évolutions de technologie. Donc, une fois que j'ai dit ça, eh bien, il suffit, quand on commence une phrase par « il suffit », c'est généralement inquiétant. Il suffit de faire mettre ensemble les deux personnes dans la même salle, de mettre les pouvoirs publics qui représentent la formation et qui représentent les infrastructures de recharge, et puis commencer à bâtir des plans de transfert de compétences et de formation et de reconversion plus exactement. Donc oui, c'est un des soucis. C'est pas un des soucis. Pour moi, c'est du coup une bonne réponse, puisqu'on a un marché de l'emploi qui existe, qui n'est pas du théorique. Et déjà, aujourd'hui, on a besoin de le remplir face à, en effet, des gens qui auront une reconversion à faire dans les années qui viennent. Votre approche est évidemment la bonne. Évitons la course à des batteries de plus en plus lourdes, et même avec tous les progrès technologiques, n'essayons pas de faire forcément 1500 km avec une voiture. Et de toute manière, quand je parle aux gens des autoroutes, ils disent c'est pas bien si tu fais 1500 km sans t'arrêter. Bon. Mais la priorité, je pense qu'elle est déjà là. Je crois à aujourd'hui, on doit avoir... Alors, la priorité y est, mais les résultats, ils ne sont pas encore. Aujourd'hui, on est à 60% des aires d'autoroutes qui sont équipées. Ça en fait, c'est 219 ou 220, je cherche toujours l'unité. Ça en fait de 219, et
selon les travaux déjà lancés, donc je ne suis pas en train de faire des... 219 et demi alors, parce qu'il n'est pas fini. Oui, voilà. Sur ces 219, il y en a 70% supérieurs à 150 kW. Donc ça permet 150 kW. Bon, après, on peut toujours aller beaucoup, beaucoup plus loin, mais déjà avec 150 kW, vous remettez 200 km en moins d'une demi-heure dans votre véhicule. Enfin, tout dépend du véhicule aussi, mais avec le véhicule adapté. Et à la fin de l'année, on devrait être à 100%. Mais ça, bon, vous allez me dire, oui, mais alors le 14 août, le week-end du 14 août, il y a la queue. Bon. Eh bien, là, ce que je vois des sociétés d'autoroutes, c'est que ils ne nous ont pas attendus pour commencer à réfléchir et qu'ils sont en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les surinvestissements, parce que ça serait un peu ballot quand même de s'équiper en point de recharge très haute puissance à plusieurs juste pour ce pic-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme solution palliative, mobile? Est-ce qu'on peut, je vous donne que des pistes comme celle-là, mais est-ce que ça fait sens d'utiliser les aires de repos en y mettant des bornes un peu moins puissantes, mais une aire de repos généralement pendant ce que j'appelle l'itinérance, vous vous y arrêtez 1 heure pour grignoter, machin, truc chouette, donc 1 heure, peut-être une 50 kW suffit, j'en sais rien. Bon, dans ce cas-là, il faut adresser le souci de, finalement, une aire de repos, j'ai pas le droit de faire de commerce, donc si je dois y vendre de l'énergie, il faut que je demande au législateur l'autorisation de... Bon, voilà, je savais que je provoquerais quelques sourires en disant ça. Après, je ne suis pas trop inquiet puisqu'on est dans le bon sens et dans le législatif. Mais donc des tonnes de solutions existent, oui, qui forcent par contre à revoir certaines habitudes, aussi faire en sorte que pour les aires d'autoroute, si elles sont à côté d'une zone industrielle, les besoins de câblage de l'ensemble de la zone, ils prennent en compte la zone industrielle et les besoins de l'aire de service. Voilà, donc c'est autrement dit se coordonner un peu et se causer un peu. Alors il vous semble juste, en effet, quand on parle de parking de surface, ils sont déjà pris en compte et donc il y a déjà un plafond qui est supérieur pour les travaux en parking de surface. Néanmoins, ils ne sont pas suffisants quand on est dans le cas d'une copropriété où les parkings de surface ils sont à 100 mètres à droite de la copropriété, où aujourd'hui il n'y a absolument aucun réseau d'électricité qui passe. Donc là, on est dans des coûts plus importants. Le sujet est en cours de discussion. Il n'est pas oublié. Pour en prendre un autre qui n'est pas en copropriété, mais qui n'est pas forcément subventionné aujourd'hui, mais qui est aussi un cas tout à fait pratique. Vous avez une maison de ville, vous avez l'habitude de vous garer devant chez vous. Aujourd'hui, si vous avez une voiture électrique, très heureusement, vous avez votre câble qui passe avec une rallonge par la fenêtre. Donc, vous avez un taux d'accident devant chez vous qui est en train d'augmenter pour les piétons. Donc, toute mauvaise plaisanterie mise à part. Ce sujet-là aussi, c'est comment je fais pour les stationnements, devant chez soi, quand je n'ai pas un garage dans ma maison. Donc, tous ces sujets-là sont en cours d'étude. Et c'est là où je dis qu'il est important d'informer, de former, parce qu'on a identifié ces deux-là. Il y en a forcément d'autres qui vont se poser en cas particulier. Bon, je suis assez confiant pour trouver des solutions aux différents cas particuliers. Pour moi, le rapport, il est dans l'exemple que j'ai essayé de donner. C'est-à-dire quand vous êtes en effet sur une recharge de très haute puissance, typiquement, que vous êtes dans un schéma d'itinérance, pour reprendre mon mot, soit parce que vous partez en vacances, soit parce que vous êtes un professionnel et que vous devez rallier la ville de l'autre côté, et vous devez aller à Lyon le plus vite possible. Donc là, vous prenez en effet une recharge très haute puissance. Très haute puissance, c'est 100 kW et au-delà, disons 150, pour pouvoir refaire un plein. Dans l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, vous reprenez au moins 200 ou 250 km en un peu moins d'une demi-heure. Donc dans ce cas-là, en effet, aujourd'hui, quel que soit le réseau que vous prenez, celui d'une marque américaine de constructeur de voitures ou les indépendants ou ceux des opérateurs historiques ou ceux des pétroliers, vous êtes dans un coût de 15 € au 100 km, qui est quelque chose de tout à fait similaire à une voiture. On va prendre une voiture diesel performante roulant à 130, vous êtes à 7 litres au 100, 7 litres au 100 avec 2 €, vous êtes à peu près à 14 litres au 100 km. Donc
dans ce cas de figure-là, aujourd'hui en effet, la voiture électrique n'est pas moins chère, elle est égale au coût d'une voiture thermique performante. D'autant plus qu'elle coûte plus cher à l'achat. En plus. Bah, ça dépend. Attendez, on ne peut pas à la fois prendre la voiture thermique la plus performante sur autoroute et puis prendre la voiture thermique la moins chère à l'achat. Ce n'est pas forcément exactement la même chose. Mais c'est néanmoins vrai qu'aujourd'hui, quand on prend un modèle équivalent, la version électrique d'un véhicule ou l'équivalent électrique d'un véhicule à un prix supérieur, qui est en partie gommé par, d'une part, les aides publiques nationales, d'autre part, qui peuvent être complétées par des aides publiques régionales. Et donc là, je refais la pub pour mon site, c'est jerouleendélectrique.com, JREE.com, qui vous rentrez, qui vous donne, vous dites, ben voilà, je voudrais acheter tel type de voiture, j'habite à tel endroit, et j'ai telle voiture ou pas à reprendre en échange, et vous aurez comme ça la liste immédiate de toutes les aides auxquelles vous avez besoin. Oui, je vais vous faire sourire avec mes souvenirs de vieux du véhicule électrique. Donc c'était il y a 12 ans quand on commençait les premières voitures électriques. Et si vous regardiez à ce moment-là le contrat d'achat de votre véhicule, vous aviez une toute petite ligne qui disait que la garantie ne marchait pas si on faisait plus de 2 ou 3 recharges rapides qui à l'époque étaient supérieures à 40 kW. Bon, heureusement, c'est un risque qui a été levé non seulement pour les recharges à 40 kW, mais au-delà. Néanmoins, alors je ne suis loin d'être un ingénieur, c'est clair que la batterie a une durée de vie en cyclabilité, et donc cyclabilité, c'est combien de fois vous la rechargez complètement. Donc en théorie, plus vous la rechargez vite, plus vous êtes capable de faire de recharge complète. Donc déjà, ça va l'user plus vite. C'est un peu comme votre voiture. Si vous faites que de l'autoroute, des allers-retours Paris-Marseille tous les jours, vous allez arriver à une usure de votre voiture supérieure à si vous faisiez simplement un Paris-Versailles tous les jours. Bon. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur qui, en effet, peut jouer, c'est on fait une forte charge sur la voiture, de la même manière qu'on peut faire une forte décharge en accélérant un grand coup, mais donc faire des fortes charges répétées. Est-ce que c'est un risque pour la batterie immédiat ? La réponse est non, parce que sinon, ni les constructeurs de batteries, ni les constructeurs de véhicules, ni les constructeurs de réseaux, a fortiori ceux qui sont les trois, ne proposeraient ce service. C'est normalement des entreprises qui ont à peu près les pieds sur terre, donc s'ils le proposent, et sans petite clause écrite en bas du contrat en disant vous n'avez pas le droit d'en faire plus d'une et demie tous les trimestres. Donc s'ils les proposent, c'est qu'ils sont assez sereins. Après, oui, là encore, c'est vrai, une batterie, quand vous l'utilisez de manière très forte, de manière très fréquente, s'usera, mais je prends bien le terme s'user, de manière plus rapide que si vous l'utilisez de manière plus souple et douce. Oui. Cela dit, juste en passant, il n'y a pas un domaine de recherche appliquée qui travaille plus en ce moment que celui des batteries. C'est incroyable. Chaque semaine, il y a des annonces extraordinaires sur les batteries. Il y a des annonces, et si vous me permettez, il y a plutôt, dans ce qu'on voit aujourd'hui, des bonnes nouvelles qui arrivent avec tout ce qui existe. Encore une fois, il y a 12 ans, on disait « Oh là là, la batterie, est-ce qu'elle durera 8 ans dans la voiture ?» Bon, maintenant, on dit la batterie va durer la durée de vie de la voiture, soit 18 ans et 300 000 km, 150 000. Et puis, non seulement on dit ça, mais on dit « Et une grande partie d'entre elles, elles seront valables pour une retraite utile », j'appelle ça comme ça, oui. Hein, puisque dans le stockage de résidents, le stockage d'énergie, un stade comme ça. Voilà, et vous pouvez, dans une maison, faire du tampon, et là, c'est un complément très bon par rapport aux soucis de surcharge ou de problèmes de pic de réseau, puisque vous pouvez avoir des tampons faits par des vieilles batteries. Ouais, il y a juste un petit problème, c'est le lithium et le graphite, il faut en trouver quand même. Donc, voilà. Pour l'instant, mais il y aura autre chose. Mais non, justement, alors, si vous me permettez, non. Si, là, vous avez raison pour stocker en faisant de nouvelles batteries. Mais si, au lieu de faire des nouvelles batteries, vous utilisez les batteries des voitures électriques, ça s'appelle l'économie circulaire, si je ne m'y trompe pas. Et là, vous n'avez pas besoin de lithium et de graphite en plus.
Et quand votre batterie elle aurait fait 18 ans dans la voiture, allez, 12 ans dans le stationnaire, vous récupérez en plus le lithium à la fin, pour en refaire une nouvelle. Oui, vous savez combien il y a de véhicules dans le monde? Je compte ceux de la France. Juste en passant comme ça. Mais je pense Step que by step, quand même. la partie économie circulaire, je reviens dessus parce que je crois qu'elle est importante et justement, elle est à mettre aujourd'hui, ça fait partie de mes discours, dans le cadre réglementaire. Parce que si on veut que l'économie circulaire puisse se faire, il faut qu'en effet la batterie soit facilement réutilisable, réextractable, oui, bon, du véhicule. Or, il peut y avoir des intérêts aujourd'hui à dire, bah tiens, au lieu de faire ça, moi je vais en mettre des batteries un peu partout dans l'habitacle, ça va m'optimiser ci ou optimiser ça, mais tu ne pourras pas les réutiliser après. Donc je pense que l'économie circulaire, puisqu'on aura besoin de stocker de l'énergie renouvelable, on a besoin de stockage et que l'économie circulaire par rapport aux batteries de véhicules est vraiment un bon filon. On nous avait expliqué d'ailleurs qu'il y avait deux batteries, parce qu'il y a la batterie de confort à côté de la batterie d'énergie. Et notamment qu'on pouvait faire du chauffage avec la batterie de secours, parce que quand on prend le chauffage sur la batterie d'énergie, on consomme plus vite la batterie. Et ça m'avait impressionné. Et il y a même un échangeur de chaleur sur certains modèles pour le chauffage avec l'extérieur. Ça, c'est l'avantage, je pense, des avancées technologiques comme la voiture électrique. C'est que du coup, ça multiplie toutes les idées des uns et des autres. Et donc, vous allez avoir des avancées dans les pompes à chaleur. En effet, les voitures électriques développent la pompe à chaleur. Et puis, on les met finalement toutes petites parce que dans une voiture, c'est pas pareil que dans une maison. Donc, ça ne peut qu'aider tout le monde. Ensuite, vous aurez l'électronique de puissance. C'est quoi l'électronique de puissance? C'est ce qui gère les relations entre le moteur, la batterie, comment optimiser tout ça dans une voiture. Ça peut servir pour un onduleur après dans une maison pour du photovoltaïque ou autre. Mais sincèrement, vous avez, grâce à ces recherches, vous dites aujourd'hui, il y a énormément de gens et d'argent mis dans le développement de la partie stockage d'énergie, je vais appeler ça plutôt que batterie, parce qu'aujourd'hui on parle de batterie parce que vous connaissez ça, mais dans la partie stockage d'énergie et gestion de l'énergie, que ça ne peut qu'avoir des répercussions positives sur les autres secteurs de l'économie. Et l'AVER, il essaye donc d'abord de les compter, ensuite de vérifier que les plans d'investissement sont là. Alors il se trouve que les subventions pour les bornes d'autoroute sont gérées directement par le ministère à l'intérieur du plan France Relance. Donc il y avait une première enveloppe de 100 millions d'euros qui a permis de faire avancer beaucoup de choses. Et je pense, alors il faudra que je regarde quel est le site sur l'autoroute A1. Il y en a un qui vient d'ouvrir par un opérateur qui est au tout début, tout près de Roissy, et qui marche très bien, mais qui par contre pour le véhicule dont on en a parlé sera trop puissant. Mais néanmoins, pour redevenir sérieux, quand on dit on veut compter et on veut savoir le taux de disponibilité, c'est pas pour le plaisir d'avoir un chiffre, c'est pour se dire, alors sûrement au début il y a eu les 100 000 qui ont été annoncés un peu comme ça, sans savoir exactement où on allait. Mais aujourd'hui je pense que on peut plus se permettre de dire je dois absolument avoir un chiffre et puis ne pas en tenir compte pendant un an et se retrouver au bout d'un an. Il faut le suivre tous les mois. Il faut regarder qu'il est bien, ce que vous disiez, aux endroits nécessaires. Quels sont les endroits cruciaux? Vérifier que sur ces endroits cruciaux, en amont, on n'a pas des problèmes tout bêtes, de câbles qui ne passent pas, de zones, ce que je disais, d'interaction avec une zone fortement consommatrice d'électricité. Enfin, c'est faire du plan, et là je vois le nombre de schémas directeurs des collectivités, des régions, le nombre de plans d'action des sociétés d'autoroutes, le nombre de plans d'action, y compris des, fournisseurs d'énergie classiques sur les autoroutes, donc des pétroliers. Et alors je ne suis pas dans la contemplation béate en me disant ça y est, c'est fini, on a tout fait. Mais je suis quand même assez serein quand je vois et les plans et les budgets déjà décidés. Après, on va en revenir, c'est oui, j'ai décidé le budget, mais est-ce que j'ai la main-d'œuvre pour installer? Mais ça, on en revient à la question. Faut se dépêcher de fournir les entreprises capables de faire.
C'est la même chose pour les garagistes. Et la maintenance. Pour les garagistes aussi, parce que les moteurs, la voiture électrique, c'est pas exactement le même savoir-faire que les véhicules thermiques. Oui, mais alors l'utilisateur devrait pouvoir le dire. C'est plutôt plus simple. C'est plutôt plus simple et justement, ça donne moins de travail au niveau. Il y a moins de pièces. C'est tout simple, il suffit de prendre le nombre de pièces qu'il y a dans un moteur électrique par rapport à un moteur thermique. Et comme chaque pièce est susceptible de pouvoir tomber en panne à un moment donné, on en déduit un taux de panne qui est inférieur. Alors, je vous rassure, la partie C2E, non, on n'est pas chaque jour à aller demander un peu d'argent. On a une enveloppe de 200 millions qui a été décidée, la dernière enveloppe, donc au début de l'année. Généralement, le jour d'après, où on a eu le contrat de signer, enfin l'enveloppe d'allouer, on a envoyé des appels aux entreprises qui d'habitude sont intéressées par ça et il a été bouclé en l'espace d'une semaine ou 15 jours. Et puis ça c'est mon côté de corésien de base, on en a appelé la grande partie. Mais de toute manière, pour répondre sans plaisanterie, les 200 millions sont figés et les entreprises identifiées et donc il n'y a pas de variation possible. Après la question se reposera quand on aura besoin de quelque chose du pas d'après. Mais encore une fois, allons par étapes, même si on dépense de plus en plus, et pour la première fois de ma vie, je suis heureux de dépenser de plus en plus, mais si on dépense de plus en plus chaque jour, on n'a pas encore complètement consommé les 200 millions. Dans les maisons, très rapidement, je ferai juste là-dessus. Dans les maisons, c'est en effet aussi un débat. Aujourd'hui, il y a pour un particulier dans une maison, quand il met une borne, une économie, un crédit d'impôt de 300 €, mais il n'y a pas de subvention. Point. Je vais vous surprendre, aujourd'hui c'est suffisant, puisque comme je l'ai dit, on n'a pas encore dépensé les 200 millions d'euros. Est-ce que les montants unitaires sont les bons ? Ben là, c'est l'avantage, j'allais dire, de l'AVER, puisqu'on est en prise directe avec les différentes parties prenantes. Donc, on a les installateurs, les constructeurs de voitures, les constructeurs de bornes, on a un peu tout le monde, les énergéticiens. Et pour l'instant, les remarques, et elles ont été prises en compte, étaient plus dans la rapidité de traitement et quelques détails dans les installations où il fallait rajouter ou pas des virgules dans les contraintes de supervision et de choses comme ça. Donc on a eu plus de discussions là-dessus, et qui maintenant sont claires. Il n'y a pas eu de discussion en disant « Ah, avec ce montant-là, je ne peux rien faire ». Et certes, et on a quand même un bon taux, puisque chaque mois, on arrive à consommer entre 1 et 5 millions d'euros. Donc, ça veut dire que le programme, pour moi, a du succès. Le fait qu'il ait du succès, donc je le prends comme, pour l'instant, il est satisfaisant. Le point, c'est que je pense qu'il faudra s'occuper assez rapidement de comment penser au futur, parce que si les 1 à 5 ils deviennent plus 10 par mois, à 10 millions par mois, en 200 millions, ça part très vite. Voilà. C'est à quoi la durée de vie d'une borne, d'une IRVE, pardon? Ah, ben ça c'est une excellente question que je me posais en venant et je me disais, personne ne m'a jamais parlé ni recyclabilité ni autre. Ce que je sais, c'est que les bornes d'il y a 6 ans, 7 ans, vous savez, les premières bornes qu'on avait installées dans les collectivités, les parkings de mairie et ainsi de suite, qui étaient typiquement des 22 kW. Aujourd'hui, on les remet au goût du jour, plus parce que la puissance de 22 kW, finalement, là où elles sont installées ne correspond pas forcément. 22 kW, il faut se parler entre nous, c'était le maximum d'il y a 6-7 ans, correspondant à la voiture majoritaire sur le parc français de l'époque. Bon, aujourd'hui, les usages ont changé, et là, on a plus besoin de bornes un peu plus puissantes ou un peu moins puissantes. J'ai pas entendu parler, surtout dans les nouvelles bornes, mais ça fera partie de notre fameux indicateur, justement, on les suivra par âge, les bornes. De vérifier finalement, parce que ça va ensemble, la durabilité et la fiabilité vont généralement de pair. Sur la partie décarbonation,
Ben, je vais répondre à la fois à la première et à la dernière question. La France est très bien placée. C'est ce que je donnais comme taux au tout début, hein, sur l'analyse cycle de vie. Donc du tout début de la production, en comptant évidemment les dépenses pour la production et de la batterie et de la voiture, jusqu'à la fin, sans considérer qu'il y aura une seconde vie. Alors la seconde vie peut encore aider à améliorer. Vous êtes à 80% dans un pays comme la France, et je pense qu'on doit être à 50% d'économie quand même, de décarbonation, dans un pays comme la Chine. Donc certes, c'est moins vertueux, mais c'est quand même mieux. Selon le principe de tout ce qui va dans le bon sens est bon à prendre, commençons par prendre ça. Ensuite, sur la partie des différences de prix, là aussi je vous rejoins, c'était mon analyse au début d'essayer de dire, j'ai 6 Français sur 7 qui achètent des voitures d'occasion, encore une fois, c'est pas tous par intérêt de la voiture d'occasion, c'est souvent par contrainte. Grosso modo, une voiture entre 12 000 et 25 000 euros, et vous n'avez pas de voiture électrique neuve capable de faire un usage familial. Prends bien la précaution. Autrement dit, la voiture couteau suisse, la voiture unique de la famille, aujourd'hui en neuf. Et vous n'allez pas faire basculer les gens. Donc c'est un sujet qui va être clé pour trouver, au fur et à mesure où les voitures neuves vont arriver sur le marché de l'occasion, en effet, c'est de trouver qu'on a bien les bons systèmes d'accompagnement pour les acheteurs. Alors, pas tellement forcément sur le prix de la voiture, parce qu'on peut considérer qu'elle a déjà bénéficié au début d'une baisse, par exemple, de 6 000 euros, et donc ça se répercute sur sa valeur, mais pour accompagner la reprise de la vieille voiture thermique, de la très vieille voiture thermique de la personne. Autrement dit, et pour simplifier là-dessus, pour moi, le sujet du marché du véhicule d'occasion, et donc de l'extension de l'accès à la voiture électrique, est un des points clés des 24 prochains mois, puisqu'on va avoir les premières voitures électriques qui vont arriver de manière significative sur le marché. Et est-ce qu'on pourra, une partie de nos voitures d'occasion se retrouver en Afrique? Et il n'y a pas les infrastructures là-bas. Hein. Donc je ne sais pas comment ils vont faire avec les voitures électriques. Enfin bon, c'est en passant, quoi. Le regard européen, il est bien, mis à part le fait qu'il est indispensable dans le monde d'aujourd'hui, il est de toute manière bien et nécessaire, puisque si on considère, vous l'avez tous dit, qu'aujourd'hui le prix, je parle du véhicule, mais après c'est valable aussi pour la borne, et donc ça joue aussi sur la recharge, le prix donc, des éléments de l'électromobilité est trop élevé. Plus vous avez un marché cohérent et un marché qui va dans le même sens, et plus ce marché est gros, mieux c'est. Donc pour moi, l'approche européenne est une approche vertueuse, si on veut faire baisser rapidement. Et comme elle va dans un sens... Alors après, on peut toujours dire, ah bah oui, mais là, ça va trop vite sur tel point, j'aurais préféré 2040 au lieu de 2035. Pour moi, c'est inhérent au fait de discuter. Déjà, dans un même pays, quand on discute pour se mettre d'accord sur un cadre, c'est pas forcément évident. Alors, quand on est plusieurs pays autour de la table, avec en plus des intérêts industriels et économiques différents, c'est compliqué. Donc, je suis très satisfait, ça peut paraître bizarre, mais très satisfait de tout ce qui sort au niveau européen, puisqu'il va dans un bon sens, qui ne pose pas de point de blocage pour l'application de la politique en France. Ça va dans le bon sens, avec de plus en plus de centrales à charbon qui rouvrent. Mais enfin, c'est peut-être conjoncturel, vous me direz. C'est momentané. C'est pas ça. Non, ça me frappe. Mais par ailleurs, juste alors, il y a dans les véhicules actuels une proportion grandissante de SUV, de tout-terrain. Est-ce que cette marche vers des véhicules de plus en plus lourds et de plus en plus matu vu, disons, est-ce que c'est compatible avec le développement des véhicules électriques ou est-ce que ça va avec? Là, vous posez une question sur les goûts du public pour les différents types de voitures. Bon, avec mes cheveux blancs, ayant vécu toute ma carrière dans un groupe automobile, je peux vous en raconter beaucoup des goûts de public pour les voitures qui ont évolué dans le temps. En effet, aujourd'hui, la mode est sur ce qu'on appelle en franc anglais de je sais pas quoi, les SUV.
donc qui sont plutôt des gros véhicules un peu hauts, et pas forcément d'un dynamisme aérodynamique, plutôt d'une aérodynamique parfaite. Néanmoins, si vous regardez justement les véhicules électriques, vous vous apercevrez qu'une partie d'entre eux, non négligeable, n'est pas forcément dans cette catégorie de véhicules-là, et que dans la catégorie, dans les versions électriques, vous avez généralement une aérodynamique qui est plus soignée, enfin plus recherchée et plus approfondie. Donc ensuite, est-ce qu'il y aura un changement de mode chez les consommateurs de la voiture en règle générale? Là, je fais le joker, je préfère ne pas m'aventurer sur ce point-là. Voilà, grosso modo, dans les bornes d'essai, si vous voulez avoir 50 kW et plus, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule solution, c'est le courant continu. Et les bornes AC, c'était les bornes historiques, parce que vous retrouviez finalement des alimentations. Alors, dans les maisons, de toute manière, il se trouve qu'en France, on est en AC monophasé, bon, c'est le cas majoritaire. Et donc on restera là-dessus. Ensuite, pourquoi il y aurait disparition de l'un ou de l'autre? Il y aura une croissance, pour moi c'est clair, c'est évident, tout le monde le dit, des bornes supérieures à 50 kW. Bon, donc celles-là, il n'y a pas photo, elles seront forcément en DC. Ensuite, selon les installations et selon les puissances installées, dans la cour d'une entreprise, si on met des bornes 3,7 ou 7 kW, il n'y a pas d'idée particulière. Oui, ça rentre dans le périmètre de l'AVER. Je vous l'ai dit, un moteur électrique pour l'AVER, il peut être alimenté aujourd'hui, dans l'état actuel des technologies, soit par une batterie, soit par une pile à combustible, elle-même alimentée pas par de l'hydrogène. Et puis j'avais rajouté au tout début, soit par la combinaison des deux. Autrement dit, au hasard, une moyenne batterie avec une pile pas trop grosse, je combine comme ça les avantages. Je fais un plein très rapide avec mon hydrogène et puis j'ai un coût minimal avec ma batterie. Donc oui, ça fait tout à fait partie du périmètre. Pour moi, c'est tout à fait complémentaire, comme je viens d'expliquer, en prestation. Alors vous allez me financer des bornes d'hydrogène? Alors je vais finir ma phrase. Oui, c'est complémentaire. C'est complémentaire en prestation. Et c'est complémentaire en type de marché. Aujourd'hui, il y a des marchés qu'on ne sait pas forcément complètement adresser avec une batterie et sur lequel l'hydrogène peut fournir un complément. Là encore, soit ce que j'appelle en mauvais français un range extender, c'est-à-dire j'augmente la capacité de ma batterie par un réservoir d'hydrogène, soit en hydrogène pur. On est plus sur des utilisations professionnelles, tout simplement parce que l'infrastructure est plus facilement développable dans une sorte de hub qu'on pourrait mettre régional pour différentes entreprises. Ça existe d'ailleurs, je crois, sauf erreur de ma part, dans la région Aura, où il y a cette approche-là. Donc oui, l'hydrogène est bien aussi un élément qui rentre dans le véhicule électrique. Son développement n'est pas forcément avec les mêmes cibles et en plus est plutôt pour moi décalé dans le temps au niveau technologique par rapport aux batteries. Mais les deux sont bien dans l'AVER. Comme vous l'avez dit, sur le développement des power électriques, tous les constructeurs aujourd'hui sont en train de développer une offre et qui ira bien au-delà des 25 tonnes. Donc pour tous les types d'utilisation. Ensuite, généralement, ils se retrouvent aussi sur l'analyse de leur marché, quel type de transport, est-ce que c'est du long trajet, est-ce que c'est du chantier, est-ce que c'est du choses comme ça. Et donc c'est là où ils ont les différentes approches, batterie, hydrogène, cumul des deux. Bon. Au niveau des infrastructures, ben là, il est encore, j'allais dire, presque plus important que pour les véhicules particuliers d'avoir une approche ensemble, constructeur, transporteurs, parce qu'ils ont des hubs différents, vous savez comment ils fonctionnent, et infrastructure routière, autrement dit autoroute.
parce qu'on peut penser à plein de solutions différentes qui permettent en effet d'optimiser ou non la taille de la batterie. On peut se dire, on fait des voies sur les autoroutes avec des caténaires, des voies camions, parce qu'il y a déjà de toute manière sur l'autoroute la voie de droite, selon les jours, souvent c'est une voie de camion, donc on fait des voies comme celle-là, par exemple aux alentours des grandes villes, ou ailleurs, j'en sais rien, où on fait par contre des hubs qui seraient à la fois ceux des transporteurs et ceux de l'autoroute en approche des grandes villes pour pouvoir avoir des recharges hyper rapides ou au contraire plus de recharges où le camion reste longtemps. Donc toutes ces démarches-là, encore une fois, elles sont en cours. Mais elles prennent un peu plus de temps compte tenu du fait que ce que je viens de signaler, c'est-à-dire il faut se coordonner, puisque si le constructeur part dans une solution sans avoir pris en compte ceux des infrastructures routières et ceux des bornes, ben on loupera quelque chose. Donc il vaut mieux passer un peu de temps à discuter sur comment voit-on le schéma des infrastructures et quel type de transport voit-on. Il faut aussi le mettre en regard de quelle place des véhicules de transport dans la ville, que ce soit transport de marchandises et transport de personnes de demain. Donc c'est en cours. Alors ça existe déjà, puisqu'en effet, pour être opérateur déposant un dossier à devenir, c'est l'opérateur qui dépose le dossier à devenir, il faut qu'il soit agréé. Et pour être agréé, il y a 3 ou 4 organismes qui sont certifiés pour donner des agréments, ou agréés pour donner des certifications, je ne sais pas dans quel sens. Mais en tout cas, donc, il y a l'AFNOR, il y a Califelec, et il y a Enerplan. Donc il y a différentes entités qui sont agréées et qui ensuite font elles-mêmes, délivrent des formations avec des examens à la fin qui permettent de dire, voilà, je certifie que l'entité Eden est agréée pour installer des infrastructures de recharge selon le cahier des charges à devenir. Donc le cahier des charges à devenir prend déjà en compte les nécessités. Est-ce qu'on veut le renforcer? C'est ce que j'ai dit au début, oui. Est-ce qu'on, encore une fois, en allant dans le sens de l'infrastructure va devenir de plus en plus pointue et de plus en plus essentielle, elle va causer un peu avec tout le monde, donc il faut vraiment être sûr d'éviter les formations insuffisantes, je ne parle pas des personnes, mais bien d'avoir une formation qui soit au bon niveau pour ne pas avoir des soucis 1 ou 2 ans après, justement, de qualité dans l'installation ou dans le fonctionnement. Illustration très simple, vous êtes un particulier, vous avez votre voiture dans votre garage ou dans votre parking de copropriété en train de charger, tout d'un coup l'électricité s'éteint dans l'immeuble, est-ce que c'est votre voiture, est-ce que c'est votre borne, est-ce que c'est l'électricité de l'immeuble? Donc il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui aujourd'hui n'existe pas. Quand ça vous arrive aujourd'hui, vous allez voir votre garagiste qui dit « mais moi elle marche », vous allez voir votre installateur qui vous dit « moi elle marche », et puis vous allez voir votre électricien de l'immeuble qui vous dit « moi il marche ». Donc on a bien en effet un métier qu'on peut appeler celui de maintenance ou d'expert borne qu'il va falloir bien cadré. Je ne suis pas trop inquiet puisqu'on sait ce qu'il faut faire et on sait à peu près quels sont les... Enfin, pas moi, mais les gens de l'électricité et de la formation savent quels sont les critères qui devront être renforcés dans les nouveaux agréments. Il n'y a pas longtemps, nous avons reçu un constructeur automobile important qui nous a fait connaître la façon dont il voit l'avenir de l'automobile. Une automobile qui, en effet, sera complètement insérée dans son environnement, qui pourra rendre beaucoup de services et qui finira par être autonome. Et donc je me dis, avec ces embarras de recharge, quand il faut prendre des rendez-vous, déjà les voitures électriques aujourd'hui, elles vous disent où sont les bandes de recharge, elles vous avertissent, il y a des plans, il y a des cartes, il y a tout ce qu'on veut, c'est assez frappant pour ceux qui ne connaissent pas ça. Mais bientôt elle sera autonome. Et donc, plutôt que de s'embêter, on dira à la voiture, va te faire recharger. J'espère qu'on pourra revenir pour discuter de quelle formation pour les gens qui permettront aux voitures d'obéir à tout ça.
Moi, sincèrement, je voudrais, sans aucune flagornerie, vous remercier puisque cette séance est pour moi l'illustration de ce qu'il faut faire. Avant même de mettre des bornes, avant même de débloquer des budgets, il faut démystifier, expliquer. C'est pas rassuré, mais je pensais à ça. Tout le monde a oublié, ça n'avait rien à voir par rapport à ça, mais enfin quand même, dans les années 90, vous savez qu'avec les pots catalytiques, on est passé à l'essence sans plomb. Ah, je connais parfaitement. Si il y avait le consommateur moyen de voiture. Pas qu'il se trompe. Voilà. Et donc là, on est dans la même problématique, donc qu'on a déjà connue, puisque l'utilisateur moyen de voiture, il passe pas son temps à écouter tous les discours et à regarder tous les journaux techniques et à causer avec son garagiste. Donc on est dans le même type de problématique, mais multiplié sans doute par 5 ou par 6. Et donc ça ne passe que par de l'explication, avec des mots les plus simples possibles. Donc je suis désolé, c'est pour ça qu'on met quand même un glossaire, mais je suis désolé, on utilise quand même des mots un peu bizarres. Mais en tout cas, il faut, je pense, expliquer pour pouvoir après avoir les retours, et ayant les retours, être capable de dire « Ah, est-ce que ce point-là, je l'ai bien prévu quelque part dans une case ?» Et forcément, la réponse sera non, puisque s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il a déjà tout prévu pour tous les cas d'utilisation pour les 20 années à venir, méfiez-vous-en, enfin, ou alors c'est quelqu'un, dans ce cas-là, au contraire, qu'il faut absolument traiter de manière spéciale. Voilà. Merci beaucoup.